Bien, merci à tous et merci à Armel de m'avoir permis de m'exprimer un peu ici, donc parmi vous, parmi tant de spécialistes, des questions psychiatriques évidemment. Alors moi je suis historien des sciences et de la médecine, disons, donc je vais essayer donc dans la perspective d'une histoire des sciences qui nous aide à réfléchir sur les concepts, c'est un peu ça. Je me suis posé la question donc des nanobiotechnologies. Sont-elles solubles dans la psychiatrie? Et inversement d'ailleurs, la psychiatrie est-elle soluble dans les nanobiotechnologies, dans la mesure où aujourd'hui, effectivement, il y a une espèce d'identification, d'identité. Comme Armel l'a très bien décrit dans l'introduction au collège. Alors, le concept de convergence technologique, effectivement, procède d'une idée générale, très simple, c'est que la fertilisation, il y a déjà une faute, la fertilisation croisée des technologies convergentes est source d'innovation. Donc c'est le postulat de base. Alors, dans cette perspective, donc, ont été prises un certain nombre d'initiatives en 2002, 2009, 2016, Convergence BIC, Convergence CKTS, etc. Alors, est-ce qu'on est dans l'hubris? Est-ce qu'on est dans la démesure? C'est un peu la question qui sous-tend l'exposé, peut-être la journée. Enfin, toujours est-il qu'il y a des initiatives, tout ça est parfaitement situé, parfaitement daté. Et il y a un certain nombre de promesses des technologies convergentes en médecine. Donc ça, c'est un schéma que j'ai repris, mais on a beaucoup de ce type de schéma dans les publications aujourd'hui sur les nanobios. Vous avez les nanobiotechnologies qui sont au centre d'un dispositif, en gros, de promotion, en quelque sorte, de deux domaines. Le domaine du diagnostic, en gros, qui est plutôt la partie droite du schéma, et puis le domaine de la thérapeutique, de la thérapie. Donc, interférence des nanobiotechnologies dans ces deux domaines. Et vous voyez la direction dans laquelle on va. Les flèches sont tout à fait parlantes. Le schéma n'est pas de moi, il est repris. Donc on va vers la nanomédecine, on va vers le bas, vers la nanomédecine. Donc la dimension moléculaire affirmée de la médecine. Donc, est-ce qu'il y a un changement de paradigme par rapport à la biologie moléculaire de ce point de vue? Non. Les nanotechnologies sont... La nanomédecine, c'est le prolongement épistémologique, historique de la biologie moléculaire, mais technicisé davantage, si vous voulez. Et en dessous encore, la médecine personnalisée. La médecine personnalisée qui est présentée comme le stade ultime, l'objectif ultime, qui fait l'objet donc d'études comme, par exemple, le projet Big Data, donc la médecine personnalisée et ses outils, le Big Data, par exemple. Alors, effectivement, si on se concentre un petit peu sur les nanomédecines, les nanosciences ont, depuis le fameux questionnement de Feynman, y a-t-il encore de la place en bas, c'est assez fameux, dans les années 60. Depuis, les nanosciences ont construit un certain nombre de structures qu'on appelle de rang nanométrique, donc des objets, si vous voulez, nouveaux, employés en nanomédecine dans le domaine à la fois de la thérapeutique et du diagnostic. Alors, il y a une chronologie de l'évolution de ces objets, c'est pas tellement notre objet ici. Ce qui correspond à notre objet, ce sont les promesses qui sont faites. Donc, au niveau déjà de la nanothérapie, de la thérapie. Donc, on pourrait
améliorer l'efficacité des médicaments. Donc j'ai listé un certain nombre de ces promesses qu'on trouve un peu partout. Diminuer les effets secondaires de la toxicité, diminuer la quantité de molécules actives, cribler les thérapies, faire des hypothèses sur les nouveaux mécanismes d'action des médicaments, assurer une biocompatibilité accrue des thérapies avec l'ingénierie tissulaire. Promesse donc de la nanothérapie en médecine d'une façon générale. Promesse dans le domaine du diagnostic, on appelle le nanodiagnostic. Donc, un certain nombre de ces nanoparticules sont utilisées dans un certain nombre de dispositifs techniques qui sont listés à gauche, les laboratoires sur puce, les biocapteurs, nanosystèmes de captation d'images, etc. Enfin, tout ça est très une affaire d'ingénieur, avec comme objectif, à droite, l'amélioration du ciblage de la spécificité, des performances, la détection précoce de pathologies, la fiabilité des résultats, la miniaturisation des dispositifs. Enfin, on n'en finirait pas de lister les promesses et les avantages qui sont présentés par la nanomédecine dans le domaine aussi bien des thérapies que du diagnostic. Alors, il y a bien sûr encore d'autres promesses dont je ne parlerai pas ici, puisqu'on va se concentrer sur le diagnostic avec la question des marqueurs, mais de médecine générative, de thérapie génique et la nanothéranostique, c'est-à-dire la combinaison de la thérapie et du diagnostic, puisqu'il s'agit de suivre en quelque sorte l'efficacité d'une thérapie par imagerie, par exemple. Bon, ces promesses ne sont plus tout à fait des promesses dans un certain nombre de domaines. Prenons l'exemple du domaine des maladies nerveuses, pour être générique, la maladie de Parkinson. On a un certain nombre de... Ça, c'est un schéma qui montre un peu la pathogénie de la maladie de Parkinson, avec les points d'impact possibles des thérapies par les nanoparticules, et puis les points d'impact possibles du diagnostic grâce aux nanoparticules. Et par exemple la détection de l'accumulation de l'alpha-synucléine, etc., etc. Donc on a maintenant des schémas qui ça c'est un schéma de 2018, mais on a un petit peu pour toutes les pathologies maintenant, que ce soit l'épilepsie, les maladies cardiovasculaires, etc., etc. On a à chaque fois des schémas de ce type qui sont présentés, qui sont en général très beaux, et qui représentent des voies de recherche effectives avec des publications, etc. C'est pas du tout dans un certain nombre de domaines de la science-fiction. Alors du coup, évidemment, on est conduit à s'interroger, est-ce que ces promesses, les nanotechnologies, qui commencent à devenir une réalité, sont transposables dans un domaine aussi étrange et aussi particulier que la psychiatrie? Et effectivement, alors j'ai regardé la littérature qui correspond à l'interférence, enfin, aux articles qui correspondent à un point de rencontre entre les nanobios et la psychiatrie, ce qu'on pourrait appeler la nanobiopsychiatrie ou la nanopsychiatrie, et là il y a beaucoup moins d'articles. Beaucoup moins d'articles. Alors il y a notamment un article de Font et Mieux en 2013 qui nous explique, qui est très enthousiaste, qui nous explique que dans les deux domaines déjà cités, c'est-à-dire le domaine de la thérapie et le domaine du diagnostic, les nanotechnologies sont extrêmement prometteuses, avec l'évocation des nanotransporteurs, etc. Et le marquage biologique qui permet en gros d'améliorer les techniques d'analyse, que ce soit l'imagerie, in vivo, ou bien les analyses omiques. Alors, il faut souligner que dans le domaine de la thérapie, il y a quand même un certain nombre d'articles sur le suivi comme ça a été évoqué tout à l'heure, le suivi de l'efficacité thérapeutique des médicaments psychotropes et l'idée qu'on pourrait fabriquer des nanopsychotropes qui auraient un certain nombre de qualités qui ont été listées tout à l'heure. Donc c'est une réalité scientifique qui commence à devenir une réalité.
Et on va essayer de se concentrer un petit peu sur la notion justement de marqueur. La notion de marqueur qui est définie comme, depuis assez longtemps, comme une caractéristique objectivement mesurée, évaluée, un indicateur des processus biologiques normaux ou des réponses biologiques à une intervention thérapeutique. Bon, c'est un peu la définition officielle. Alors la notion de marqueur, de biomarqueur, pénètre également la psychiatrie. Il y a donc des marqueurs, on va dire classiques, dont on va parler, des marqueurs biochimiques, et puis maintenant les différents marqueurs omiques. Et on a des articles sur les marqueurs omiques, par exemple, pas mal, maintenant dans le domaine des maladies psychiatriques. Alors ça, c'est un exemple, c'est juste un exemple, hein, il y en a beaucoup. Les marqueurs génétiques, les marqueurs génomiques dans le cas de la schizophrénie. Donc on repère les marqueurs génomiques, vous avez un certain nombre de gènes. Un autre exemple, c'est le cas de la dépression, où on a des études, donc Genome-Wide Association, mais des articles qui font des méta-analyses, c'est-à-dire qui combinent, au fond, les résultats de différentes enquêtes de Genome-Wide Association pour repérer un certain nombre de marqueurs génétiques, donc des variants génétiques qui sont autant de marqueurs. Alors là, il paraît, dans cet article, Nature Neuroscience, ce sont des consortiums à chaque fois qui travaillent. Les auteurs, dans cet article donc, de 2019, prétendent avoir identifié 102 variants indépendants pour la dépression. On peut aussi explorer les marqueurs sanguins. Ça, c'est le domaine de la protéomique, par exemple. Vous avez un article ici de 2018, toujours une méta-analyse, qui essaye de voir quels sont les marqueurs, les protéines, qui sont spécifiques de la schizophrénie, du désordre bipolaire, de la dépression majeure, et puis les protéines donc, qui sont listées donc, à droite, qui seraient particulières à chacune de ces pathologies. Donc la notion de marqueur est un domaine, effectivement, qui est très travaillé, et elle est inséparable de la notion de médecine de précision. Les marqueurs améliorent la précision de la médecine. La médecine personnalisée, on appelle plutôt maintenant la médecine de précision à cause de cela, conceptuellement centrée sur les notions de biomarqueurs, effectivement, et de cibles, biomarqueurs et cibles. Et les nanobiotechnologies accélèrent cette dynamique vers la médecine de précision en travaillant ces notions de biomarqueurs et de cibles. Donc, conceptuellement, c'est assez clair. D'où la question, est-ce que finalement les nanobiotechnologies, qui sont devenues le moteur de la psychiatrie de précision, en direction de la psychiatrie de précision, sont-elles cellules de la psychiatrie? Sont-elles cellules dans la psychiatrie pour aboutir à la psychiatrie de précision, ou réciproquement d'ailleurs? La psychiatrie soluble dans les nanobiotechnologies, puisque en vertu du principe de l'identification au fond des deux domaines. Alors, en gros, pour le dire autrement plus simplement, est-ce que les nanobiotechnologies vont résoudre les problèmes spécifiques de la psychiatrie? En tout cas, c'est ce que nous disent ceux qui ont comme idéal la psychiatrie de précision. Alors, sur quoi repose cette conviction? Parce qu'il s'agit quand même d'un postulat au départ. Eh bien, sur un certain nombre d'autres postulats. C'est-à-dire qu'il existerait un continuum entre la cancérologie, la médecine cardiovasculaire, la neurologie et la psychiatrie. C'est-à-dire que la psychiatrie serait une discipline médicale comme une autre. Par ailleurs, le DSM a montré ses limites. Donc souvent, les nanobios reposent sur des critiques du DSM. Alors ces limites, on pourra revenir, c'est quelque chose qui est récurrent dans la littérature, la critique du DSM.
Mais là, la critique du DSM est utilisée comme la mise en avant de l'insuffisance des caractères strictement cliniques, de la clinique pure, pour caractériser, au fond, la pathologie mentale. Heureusement, il y a les marqueurs qui vont nous permettre qui sont d'ailleurs absents du DSM. Il n'y a pas de considération sur les marqueurs dans le DSM. Et puis, quelque chose qui est très important, sur lequel on va revenir sur un tout petit peu de temps, c'est les limites de la recherche causale. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un échec qui est historiquement avéré, et on va voir l'origine de cet échec, dans la recherche, un échec de la recherche concernant la pathogénie, l'étiologie des maladies mentales, dans la mesure où on n'arrive pas à rattacher les maladies mentales, les pathologies mentales, à une causalité simple. Même si on considère que les maladies mentales sont polyfactorielles. On entre un peu dans l'épistémologie. Et puis, donc, il y a cette conviction que le diagnostic étiologique reste supérieur au diagnostic syndromique, mais, donc, idéalement, mais en l'absence de diagnostic étiologique et de détermination claire, de pathologie claire, du type diabète, quoi, si vous voulez. Le diabète, c'est un déficit de... Eh bien, on se contente, alors, négativement, on peut voir le côté, on se contente de la recherche des biomarqueurs, ou au contraire, heureusement, il y a des biomarqueurs, et les biomarqueurs apportent donc une utilité clinique. Ça dépend comment on voit les choses. En tout cas, la logique du processus qui aboutit aux biomarqueurs, et à cette explosion, ce désir de biomarqueurs en psychiatrie, je pense, est assez claire. Et l'utilité attendue des biomarqueurs, elle est très grande. Et il y a un espoir qui est très fort relativement à ces biomarqueurs, puisqu'ils devraient, les biomarqueurs, comme dans les autres domaines de la médecine, comme dans le domaine des maladies cardiovasculaires, etc., devraient pouvoir aider à la prévention, la détection, au diagnostic, au traitement, au pronostic. Donc on aurait, le biomarqueur, c'est un concept en réalité complexe, hein, on dit les biomarqueurs, mais c'est un concept hétérogène. Le biomarqueur peut servir à des tas de choses. Faire l'histoire des biomarqueurs, c'est tout à fait intéressant, parce que c'est en grande partie reconstituer une part de l'histoire de la médecine, tout au moins de l'histoire de la médecine moléculaire. Donc, utilité attendue des biomarqueurs, mais il y a un problème. Il y a un problème, donc j'en viens à la deuxième partie de mon exposé, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de tests de laboratoire clinique qui peuvent être utilisés. Donc il n'y a pas de biomarqueurs. Malgré toutes les études qui ont été faites. Va-t-on vers l'identification d'un biomarqueur, d'un ou plusieurs biomarqueurs? Ça, on ne sait pas. Enfin, on va faire de futurologie, on fait un peu de l'histoire, c'est déjà un peu bien, mais le fait est qu'il n'y en a pas pour l'instant. D'où le questionnement, comment est-ce que c'est faute d'avoir bien cherché? Donc, on est conduit en tant qu'historien à faire l'histoire des biomarqueurs en psychiatrie. On va voir que la recherche des biomarqueurs en psychiatrie n'est pas du tout nouvelle. La génomique, la post-génomique, tout ça, c'est l'aboutissement d'un travail, disons, c'est l'aboutissement de l'histoire de la biologie moléculaire. Mais en réalité, conceptuellement, l'idée de trouver des biomarqueurs en psychiatrie remonte au 19e déjà, donc je vais en dire quelques mots. Et puis on est conduit, sur le volet donc, épistémologique, à essayer de comprendre pourquoi il y a des difficultés spécifiques à trouver des biomarqueurs en psychiatrie. Alors ça, j'en dirai quelques mots, c'est juste pour lancer un petit peu le débat qui ne manquera pas d'avoir lieu. Bien. Alors, très rapidement, l'histoire des biomarqueurs en psychiatrie. Alors, il y a eu plusieurs vagues dans la recherche des biomarqueurs en psychiatrie. Il y a une première vague, 1850-1950 à peu près, qui était la vague des biomarqueurs sanguins. Je vais revenir pour dire quelques mots. Une seconde vague, dans les années 50, qui essaie des marqueurs biochimiques où, c'est la période où pénètre, c'est une grande période pour l'histoire de la neurochimie,
c'est en gros l'émergence de la notion de neurotransmetteur central. Donc c'est là que commence l'histoire de la dopamine, de la sérotonine, etc. Donc c'est assez classique. Et puis il y a une troisième vague qui est celle qu'on vivrait aujourd'hui, donc on aurait commencé dans les années 80, où la recherche des biomarqueurs en psychiatrie va considérablement se développer, marqueurs biochimiques, mais aussi électrophysiologiques, génétiques, omiques, marqueurs d'imagerie, sous l'impulsion justement des nanobiotechnologies à partir des années 2000. Alors, très rapidement, la première vague, je les cite juste pour mémoire, c'est la recherche des marqueurs sanguins dans le sang des insensés. Le sang des insensés. Je trouvais ça tellement beau. Bon, le sang des insensés, il faut savoir que on est au XIXe siècle et on est dans la perspective des théories de la dégénérescence sur Morel et Magnan. Donc le sang, il y a un côté symbolique aussi qui est très marquant. On ne va pas développer ça. Le premier paradigme, c'est celui de la richesse corpusculaire. Donc il y aurait au niveau des éléments figurés du sang, des modifications chez les malades mentaux. Un deuxième paradigme, à partir de la fin du 19e, le début du 20e, c'est le paradigme dit métabolique. À chaque fois, vous avez des auteurs, bien sûr, qui portent ces paradigmes. Le paradigme métabolique, c'est en gros le paradigme hormonal. Donc voilà, on découvre le concept d'hormone, la notion d'hormone, c'est le début de l'hormonologie, de l'endocrinologie. On pense pouvoir appliquer ça à la psychiatrie. Et puis, pratiquement au même moment, le développement du sérodiagnostic immunologique, donc la neurosyphilis. Donc, à chaque fois, échec. Donc, abandon, au fond, progressif de ces paradigmes, échec de la psychiatrie biologique. Les années 50, la problématique est relancée par, après bien des difficultés, essor difficile de la neurochimie d'après-guerre, qui est la neurochimie qui reste localisée au système nerveux périphérique, c'est une neurochimie des nerfs jusqu'aux années 50, pénètre enfin, j'allais dire, le cerveau à partir des années 50. Donc elle devient neurochimie centrale. Alors, ceci est le résultat d'un nouveau contexte technologique déjà à cette époque. Un nouveau contexte technologique qui va permettre la dissection moléculaire du signal nerveux, la construction moléculaire de la synapse, déjà à l'époque. D'où ce nouveau contexte neurochimique et qui va servir de matrice à ce qu'on appelle l'ère des psychotropes, donc les neurotransmetteurs. La théorie de la neurotransmission chimique va se trouver en position d'expliquer le mode d'action de ces psychotropes nouveaux, l'argactyle, neuroleptique, etc., nouvellement apparus, de manière quasiment miraculeuse. Donc d'un statut, disons, limité au laboratoire de neurophysiologie, qui était le statut de la théorie de la neurotransmission avant les années 50, eh bien, la théorie de la neurotransmission va passer à vers un statut médical. Elle va commencer à intéresser les médecins, les psychiatres, parce qu'ils vont y voir la possibilité d'expliquer ces médicaments merveilleux qui ont renouvelé évidemment le traitement des maladies psychiatriques, qui sont les médicaments psychotropes. Alors, on va commencer à s'acharner à essayer d'utiliser ce qu'on connaissait sur les neurotransmetteurs classiques, l'acétylcholine, la noradrénaline, et très rapidement, on va essayer d'appliquer cette théorie donc, de la neurotransmission chimique à la recherche de marqueurs biochimiques. Donc on va commencer à tenter de doser la dopamine, la sérotonine. Il y a une certaine déception qui va accompagner le développement des neurotransmetteurs périphériques. Enfin, il ne va pas pouvoir y avoir transposition directe des neurotransmetteurs périphériques au niveau central. La noradrénaline, l'acétylcholine vont décevoir. Alors on va se tourner vers d'autres substances, dopamine, sérotonine, etc. Et là, effectivement,
on va faire intervenir ces neurotransmetteurs nouveaux pour comprendre le mode d'action des psychotropes, donc en pharmacologie, pour comprendre la pathogénie des maladies mentales, puisque s'il y a des substances qui interfèrent d'origine naturelle, qui interfèrent avec des médicaments psychotropes, qui eux-mêmes interfèrent avec les maladies mentales, alors la pathogénie, de la pharmacologie à la pathogénie, il n'y a qu'un pas, et on va faire ce pas, on va sauter allègrement ce pas. Du coup, les maladies mentales pourraient être d'origine neurochimique. Donc il y a un certain optimisme des années 5, qui est né dans les années 50, du succès des psychotropes et d'un postulat le postulat que je viens de détailler, avec comme corollaire la possibilité d'utiliser des marqueurs biochimiques pour les maladies mentales. Donc vous voyez qu'il n'y a rien de nouveau en réalité, et ce que j'essaie de montrer, c'est que dans les années, l'histoire se répète, et qu'elle se répète simplement à un niveau technologiquement beaucoup plus élaboré aujourd'hui, mais que dès les années 50, on était finalement dans la même problématique. Un grand espoir. Alors je ne vais pas détailler, je pense qu'il ne reste pas trop de temps, donc je ne vais pas détailler l'histoire de la dopamine et la et la sérotonine. Mais à chaque fois, si vous voulez, en gros, on part de données pharmacologiques, on essaye de les transposer à la pathologie de la maladie. Donc, cet optimisme est porté par ce qu'on appelle la valeur heuristique de cette neurotransmission chimique. Donc la théorie de la neurotransmission chimique est source, effectivement, de grands espoirs, et elle a été source de grands développements, pour ne citer que en dehors de la pharmacologie, de la psychopathologie et des biomarqueurs, on a, par exemple, inclus les amines cérébrales dans les phénomènes de mémoire, par exemple, donc des travaux fondamentaux, les phénomènes de plasticité, les travaux de Kandel, etc. Donc effectivement, la théorie de la neurotransmission chimique, dans le domaine des neurosciences fondamentales, est quelque chose d'absolument fondamental. Bon, la question, c'est la psychiatrie. Là, la psychiatrie, évidemment, on a été extrêmement déçus, parce que ce triangle vertueux, qui, par exemple, a bien fonctionné pour la maladie de Parkinson, quand on regarde l'histoire de la maladie de Parkinson, ce triangle entre connaissance fondamentale, pathogénie, thérapeutique. Chacun des angles du triangle servant l'autre, si vous voulez. Interaction réciproque entre thérapeutique et pathogénie vers la compréhension réciproque des mécanismes d'action des médicaments et ceux de la maladie. Ça, c'est la neurologie classique. C'est la version, disons, optimiste. C'est la médecine causale dont je parlais tout à l'heure. Ce processus s'est retrouvé, à partir des années 50, peu opérant dans le domaine particulier de la psychiatrie. C'est-à-dire qu'on n'est pas arrivé à ce que les connaissances fondamentales, les thérapeutiques et la pathogénie interfèrent, s'interfécondent, si vous voulez, mutuellement, pour arriver à une étiologie, disons, simple, moléculaire simple, du trouble mental. Ça, c'est un fait historique, on ne peut pas absolument nier. Ça n'a pas empêché la troisième vague, la troisième vague de la psychiatrie biologique, avec un développement considérable du concept de marqueur. Et ce développement considérable du concept de marqueur est lié, en gros, au progrès des technologies. Donc, des marqueurs hormonaux, inflammatoires, protéiques, une multitude d'articles à partir des années 80, des marqueurs électrophysiologiques, donc le EEG, les marqueurs génétiques, et les marqueurs omiques à partir des années 2000, marqueurs génomiques, protéomiques. Donc une multitude d'études. C'est pas faute d'avoir cherché qu'on n'a pas trouvé de marqueurs, ce que je veux dire. Et évidemment, aussi les marqueurs d'imagerie. Et on est encore dans cette dynamique, les nanobiotechnologies, on essaie de comprendre le phénomène d'un point de vue historique, c'est ça un petit peu mon objet. Les nanobiotechnologies, au fond, ne font que, en quelque sorte, contrairement peut-être à ce qu'on dit, qui représente un commencement épistémologique absolu,
ne font qu'accentuer une tendance de fond qui est celle de la psychiatrie biologique, ou de la biologisation de la psychiatrie. Alors, on peut discuter, après, c'est fonction des options théoriques de chacun, de savoir si c'est bien de biologiser la psychiatrie. Mais enfin, historiquement, les choses ne sont pas tellement contestables. C'est le sens un peu de l'histoire. Alors, le cas des marqueurs génomiques, juste le cas des marqueurs génomiques, dont on a parlé tout à l'heure, il y a eu l'histoire des Genome-Wide Association Studies, qui présente aujourd'hui beaucoup d'articles, beaucoup de recherches. Il y a une période pré-Gwas, qui est celle de la biologie moléculaire, ce qu'on appelle l'épidémiologie génétique. Ensuite, une période Gwas, qui est la période de la génomique, et une période post-Gwas, qui est la période de la recherche de la phénomique. La phénomique, c'est le fait de lier des phénotypes aux génotypes, en fait, et l'inclusion des phénotypes dans les études. Et puis, toutes ces études de méta-analyse, toutes ces méta-analyses qui sont le résultat d'activités de consortium. Donc, on a un style de recherche, aujourd'hui, qui est tout à fait différent, qui utilise des outils nouveaux, comme les biobanques, par exemple, qui est de manière tout à fait systématique, à partir des années 2000. Donc, c'est une histoire, d'un point de vue de l'histoire des sciences, c'est tout à fait passionnant, avec comme objectif de confirmer le rôle d'un gène dans l'apparition d'une maladie, découvrir de nouveaux gènes, suggérer de nouvelles voies moléculaires, suggérer de nouvelles voies moléculaires vers de nouveaux biomarqueurs, contester la nosologie reçue, avec toujours le même constat, malheureusement, si on peut dire, malheureusement, c'est que pour l'instant, tout au moins, on ne va pas être... mais pour l'instant, tout au moins, comme à la fin des années 50, aucune de ces réalisations n'a été atteinte en recherche psychiatrique. Alors, d'où l'interrogation, et là je terminerai là-dessus juste parce que c'est un peu long, ce serait vraiment long de dire, pourquoi au fond n'y aurait-il pas quelques difficultés qui seraient spécifiques à la psychiatrie et qui rendraient difficile la recherche des biomarqueurs? Alors j'ai essayé de lister tous les articles critiques, et là il y en a beaucoup moins que les articles qui sont positifs, relativement aux biomarqueurs en psychiatrie, pour essayer de comprendre un peu les obstacles qui étaient mis en avant. Alors souvent, ce sont des articles qui sont favorables d'ailleurs à la notion de biomarqueur, et qui expliquent comment on pourrait améliorer en réalité la recherche des biomarqueurs. Mais du coup, c'est très intéressant parce qu'ils font aussi une critique de la notion de biomarqueur, comment on pourrait l'améliorer. Donc, moi, mon propos, c'est pas de critiquer spécialement ou de valoriser la notion de biomarqueur, c'est d'essayer de comprendre comment la notion de biomarqueur s'insère dans une histoire. Bon, voilà. Alors, j'ai classé en 3 catégories ces difficultés pour simplifier un peu. Vous avez d'abord des difficultés d'ordre méthodologique et épistémologique. C'est-à-dire, en gros, le manque de fiabilité des marqueurs dans le domaine de la psychiatrie. Alors qu'ils tiennent à différentes raisons. L'insuffisance des critères diagnostiques pour les maladies, ça c'était la critique du DSM, vous vous souvenez, pour les maladies mentales. La complexité phénotypique de la maladie mentale. Comme ça, je dis maladie mentale, moi je ne sais pas trop. Ensuite, les limites méthodologiques des études existantes. Donc ça, ce sont des critiques, des critiques qui sont relatives aux méthodes statistiques. Donc c'est assez technique. Donc la taille des échantillons, la validité des tests, etc., qui est vraiment des discussions pointues. Puis il y a une autre critique qui est celle de la mise en avant de l'inaccessibilité des tissus cérébraux, mais enfin ça c'est pas nouveau, et l'absence de modèles in vivo, c'est-à-dire les modèles animaux qui servent habituellement à fabriquer l'éthiopathogénie, la pathogénie des maladies. C'est difficile en psychiatrie, les modèles animaux. Donc ça, souvent, ça arrive. Donc des critiques méthodologiques, épistémologiques. Et quelle est la cause qui explique le manque de fiabilité des biomarqueurs. Ensuite, vous avez un autre niveau de critique, des difficultés que j'ai appelées d'ordre ontologique. C'est-à-dire la complexité qui sont liées à la nature du désordre mental. Et là, on est en plein dans l'épistémologie de la psychiatrie. Dans la philosophie de la psychiatrie et dans les écoles, si vous voulez. Il y a une complexité de l'héritabilité et il y a un caractère polyfactoriel de la maladie mentale qu'on compare
au cancer, qu'on compare aux maladies cardiovasculaires, mais qui rend difficile une approche effectivement simple, une causalité simple. Au minimum, il y aurait la recherche possible de facteurs de risque. Les facteurs de risque qui sont quand même des facteurs causaux, historiquement, dans l'histoire, par exemple, des maladies cardiovasculaires. C'est tout le problème. Donc, il y a une discussion théorique sur le désordre mental. Et puis, une discussion sur la conceptualisation pathogénétique des troubles, j'arrive à la fin, conceptualisation pathogénétique des troubles qui serait insuffisante, même d'un point de vue moléculaire. C'est-à-dire qu'on s'est longtemps, par exemple, focalisé sur les neurotransmetteurs. Or, même si on adopte les points de vue moléculaires, si on reste, il n'y a pas que les neurotransmetteurs dans la vie cérébrale. Il y a, par exemple, l'interaction neurone-glie, il y a le système immunitaire, etc. Donc on essaye de faire, il y a le microbiote, etc. Donc on essaye de faire intervenir des facteurs tout à fait biologiques, mais qui, pour dépasser en quelque sorte, pour rendre compte de la complexité de ces mécanismes. Ce qui est difficile à faire si on en reste par exemple au marqueur génomique. Enfin, troisième élément, c'est aussi ce qui préoccupe, je pense, cette journée d'études, des difficultés pratiques. C'est-à-dire, au fond, est-ce que c'est pertinent de rechercher des biomarqueurs ? La pertinence clinique qui est mise en cause par certains auteurs de la recherche de biomarqueurs. Là, c'est carrément à quoi servent les biomarqueurs. Avec toujours une réflexion sur le rapport coût-bénéfice. Et là, on est dans je dirais, l'interaction de la notion avec la société, avec le monde économique, avec le monde industriel, etc. Donc, toujours ce rapport coût-bénéfice. Alors, à chacune de ces difficultés, à chaque niveau, il y a des remèdes qui sont proposés. Donc, il ne faut pas... alors, la question, c'est est-ce que ces remèdes, évidemment, vont être efficaces ou pas ? Par exemple, pour les difficultés méthodologiques et épistémologiques, le manque de fiabilité, dont on parlait tout à l'heure, il y a aussi beaucoup d'articles qui tentent d'y remédier en proposant des modèles statistiques et probabilistes. Alors là, il ne faut pas trop m'en demander, c'est assez technique. De nouvelles modélisations, de nouveaux algorithmes de classification, les études multimodales, multivariées, etc. La fameuse approche dimensionnelle, qui est une alternative à l'approche, disons, qui pourrait résoudre un certain nombre de difficultés méthodologiques, pour certains. Pour les difficultés ontologiques, la complexité du désordre mental, on propose de nouvelles approches. La prise en compte d'autres paradigmes biologiques, dans le cadre de la molécularisation, on en a parlé tout à l'heure, mais également l'abandon, carrément, du modèle causal. On passerait d'une médecine causale à une médecine algorithmique, donc un changement de paradigme. Finalement, on n'a pas besoin, peut-être, de trouver la cause, une cause univoque des pathologies mentales, une ou plusieurs causes. Il suffirait d'avoir des biomarqueurs. Mais ça suppose l'abandon du modèle médical, du modèle de recherche, qui est le nôtre depuis des lustres, et qui a culminé avec les neurotransmetteurs. Donc c'est un choix que beaucoup, dans le domaine médical, même dans le domaine des maladies organiques, il n'y a pas que la psychiatrie, il y a la médecine, un choix qui est, disons, un petit peu douloureux, compte tenu de la formation des médecins, des habitudes de pensée, etc. Alors on propose de nouvelles approches, comme l'approche systémique. L'approche systémique, c'est encore très moderne, c'est encore très récent, et ça n'a pas non plus fait encore absolument ses preuves. Donc, les difficultés ontologiques. Enfin, les difficultés pratiques, ça vous le connaissez mieux que moi, le rapport coût-bénéfice. Donc, on objecte, on met en avant des éléments très positifs pour la recherche, pour les biomarqueurs. Par exemple, la possibilité de construire des arbres décisionnels extrêmement rigoureux, qui permettraient de personnaliser véritablement le diagnostic et le traitement, et d'aider véritablement les praticiens. Et puis, on peut, si on ne peut pas trouver un marqueur, peut-être qu'un bouquet de marqueurs, une série, alors là on est dans les datas, permettrait de mieux cerner, malgré tout, mieux approcher le diagnostic, la prévention, etc. de la maladie mentale. Donc, le débat, je veux dire, se poursuit, il est en cours, donc on n'est pas dans l'histoire, là on est dans l'histoire qui se fait, on est dans l'histoire,
Et donc je conclurai là-dessus. Moi, j'ai évidemment aucune solution, hein, sinon je ne serais pas historien si j'avais des solutions sur les choses. Enfin, on peut essayer de les comprendre, les problèmes. C'est ça l'intérêt de l'histoire. Donc, au-delà, au fond, des marqueurs, la question des marqueurs, qui a été pris comme fil conducteur pour l'exposer, et de la convergence technologique, il y a des difficultés philosophiques de la psychiatrie de précision, des difficultés philosophiques. Je veux dire par là des difficultés qui ne sont pas simplement des difficultés techniques. C'est qu'est-ce que la maladie mentale, qu'est-ce que la psychiatrie. Et au fond, les gens s'opposent sur la notion de marqueur, par exemple, parce que ces gens ont des épistémologies différentes et ont des paradigmes, au fond, différents. Et c'est ça, au fond. Donc, qu'y a-t-il derrière les querelles? Il y a une querelle fondamentale qui est celle du paradigme. Les questions... Alors, de là découle un petit peu tout le reste. Bon, c'est un peu l'idée. Des questions éthiques liées aux marqueurs, discrimination, eugénisme, ils sont mis en avant. La question de la naturalisation des désordres mentaux, après tout. Est-ce qu'il faut renoncer à la naturalisation des désordres mentaux? C'est renoncer à la psychiatrie biologique, c'est renoncer à la biologisation de la psychiatrie. Ça veut dire que la psychiatrie est une discipline à part dans le domaine de la médecine. Est-ce que les psychiatres sont prêts à ça ou pas? Bien sûr, il y en a qui sont prêts, mais il y en a qui ne sont pas prêts. Alors, écoutez, mettez-vous d'accord. Mais le problème philosophique, il est extrêmement réel. Je veux dire, c'est quelque chose de... Bon, la définition, évidemment, du désordre mental, la notion de biomarqueur, peut amener une modification radicale de la stratification, c'est-à-dire la classification des psychiatries. Si on adopte des classifications moléculaires, on n'est pas arrivé à trouver de biomarqueurs, la question se pose pas maintenant. Mais dans d'autres domaines, par exemple l'épilepsie ou bien les maladies cardiovasculaires, on a une véritable refonte de la discipline sur des bases, effectivement, comme vous le savez, sur des bases moléculaires. C'est l'épidémiologie moléculaire, l'épidémiologie moléculaire pathologique, etc. Tout comme on a sur des bases moléculaires revu complètement la classification des médicaments, qui était une classification pharmacologique classique, antibiotique, etc. On classe maintenant, enfin, cursus de pharmacie par exemple, on classe les médicaments en fonction des cibles moléculaires, donc les gens apprennent, les étudiants apprennent ça, ce qui est évidemment pas très parlant, mais qui est plus précis. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut une médecine parlante, quelque chose qui soit fonctionnel ou quelque chose qui soit précis? C'est pas forcément la même chose. Alors l'éternelle discussion sur l'héritabilité des désordres mentaux, ça c'est la liste des points qui fâchent, que je fais là. L'héritabilité des désordres mentaux, alors ça. Mais il y a déjà une querelle de l'héritabilité pour les maladies organiques. Donc, et puis le concept de maladie mentale, entre naturalisme et normativisme, ça revient un petit peu à la naturalisation des désordres mentaux. Voilà, donc voilà ce que je vous remercie de votre attention sur cette petite enquête. Voilà.